Bonjour à tous et à tous, chères auditrices, chers auditeurs. On est en live normalement, si tout va bien, si tout est OK. Et on est avec l'ami Clément. Clément, est-ce que tu es là? Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. Oui, tu es Nous là. sommes présents, c'est toujours un plaisir d'être là. C'est c'est- Cette c'est- chaîne de tout et de rien c'est fantastique de pour parler t'avoir. de Mais cinéma. en plus, là, on parle de cinéma, c'est ça qui est chouette. D'ailleurs, avec tous les problèmes techniques, au final, j'ai même complètement zappé de te demander par quoi est-ce qu'on allait commencer, par quoi est-ce que tu voulais qu'on commence. Donc voilà, on est là, on est Euh, complètement à l'arrache. C'est la formule des TDR finalement. Est-ce que alors, s'il il y a faut que des je revoie esprits le dans le chat, programme. est-ce qu'il y a des gens qui nous entendent ou pas? Je pense qu'il y a Son Père. Ouais, il y a Recactus. Merci Recactus d'être là. Mais de rien. On est deux, on est deux. Tu ne détectes on en profite du coup, parce qu'il n'y a personne. Il n'y a aucun problème technique de ton côté quand tu écoutes. Je mets l'audio et je te Vas-y, dis ça. vas-y, dis-moi. Voilà, Non, je n'entends voilà. aucun Il problème n'entend aucun technique. problème technique. Et ben Il n'y a c'est pas de double sur le il n'y stream. a pas de double sur le stream, c'est super. Bon, on espère qu'il va y avoir un peu de monde ce soir, sinon c'est pas grave. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur YouTube aussi. Bien évidemment, ce replay sera mis directement sur YouTube, je pense, ce soir tard ou alors demain au cours de la journée. Donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, là on est un petit peu en retard entre guillemets. On voulait essayer de faire un truc mensuel. Là, c'est du bimensuel. Mais c'est parce que aussi, voilà, c'était les périodes des fêtes, les périodes de Noël. Donc du coup, on va cumuler, on va dire, les mois de décembre et le mois de janvier pour ce moment précis en votre compagnie. Mais probablement, on se retrouvera fin février pour un autre coup critique live s'il y a des sorties qui sont intéressantes, peut-être avec Clément. Oh, mais je parle, mais il y Et a, mais il y a il y a Falder. Franck. Falder est là, Falder à Rondrel. Bienvenue dans le chat. Ça fait super plaisir de t'avoir Mais parmi oui. nous. Alors du coup, Falder, puisque t'es parmi nous ce soir, ce que je te propose, c'est que ce soit toi qui décides un petit peu de la première chose dont on va parler. Est-ce qu'il y a un film dont tu aimerais qu'on parle que tu as vu, ou une série ou autre? Est-ce qu'il a la liste Je sais d'ailleurs? pas s'il a la liste. Est-ce que tu veux la liste, Falder? Il ne nous répond plus. Mais après, il y a un temps de latence aussi, c'est ça le. J'ai Oui. pas la liste, ok. Alors, c'est On peut pas grave. l'afficher. Normalement, on peut On l'afficher. peut, on peut l'afficher, je te l'affiche. Ah, tu peux. Moi, je peux Je te pas. l'affiche immédiatement. Tac. Voilà, en plus, normalement, il y a toujours nos voix qui sont ici. Donc voilà le petit programme de ce soir. La guerre des Rohirrim, Un ours dans le Jura, Conclave, Craven le chasseur, Red One, Nosferatu, Sonic 3 et deux séries télé, Silo saison 2 et Squid Game saison 2. Donc ça fait un Sachant gros, gros, que gros programme. Oui, oui. Sachant qu'il y en a certaines que tu n'as pas vues, que moi je n'ai pas vues. Exactement. Ah, on a Street Fee aussi qui est là. Salut, salut Street Fee, ça fait plaisir Coucou de t'avoir Streetfy. aussi sur le live. Donc du coup, oui, on vous disait qu'on a un gros, on a beaucoup de films qu'on va devoir évoquer ce soir. Les deux seuls qu'on a en commun, c'est La Guerre des Rohirrim et Nosferatu. Et après, il y en a plein d'autres hein, finalement. Potentiellement, il y a peut-être Raph qui nous rejoindra soit dans le chat, soit en direct. À un moment donné, là, il est en train de cuisiner parce qu'il va manger des pâtes. Donc ça dépendra de s'il a le temps ou non. Mais sinon, on restera tous les deux. Et c'est très très bien aussi comme ça. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? Là, on tergiverse. On peut peut-être commencer par les deux séries télé. Comme ça, on passe ensuite par le cinéma. Est-ce que ça te convient, Clem? Ouais, ça me va. Ouais, ça te va? Allez, Tu veux commencer ou tu commençons veux par que les je séries. commence? Vas-y, Je commence. commence. Ok, ça marche. Allez, Très bien, honneur très à bien. l'hôte. Honneur à l'autre, c'est ça. Parfait, parfait. Eh bien, ah oui, bah du coup, j'ai perdu. Bah, hop. J'adore regarder. Hop, là, je redisparais. Voilà, très bien. Voilà, super. Je galère avec OBS, c'est monstrueux. Je sais pas, franchement, Nico, si tu passes par ici, total respect pour que tu arrives à gérer du JDR avec à la fois Olbert et OBS en même temps, t'es un génie. Voilà. Je sais pas comment te l'annoncer autrement. Alors, tac, 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 tac. Fond. Hop. Donc, du coup, Silo. Vous avez normalement la petite bande-annonce qui est en train de s'afficher au niveau de la petite télé. Silo, c'est une série télévisée de science-fiction américaine qui a été créée et écrite par Graham Yost.
et réalisée entre autres par Morten Tildum. Elle est diffusée depuis le 5 mai 2023 sur Apple TV. C'est une série qui comporte du coup déjà 2 saisons et qui est l'adaptation d'un roman à succès aux États-Unis. Je vous lis le synopsis. Dans un futur dystopique, 10 000 personnes vivent dans un silo géant de 144 étages sous terre, dans une société régie par un pacte qu'elle croit être destinée à les protéger. C'est une série avec comme acteur que vous connaissez peut-être Rebecca Ferguson, qui est notamment connue pour avoir joué dans la série des Missions Impossibles, en tout cas les trois dernières Missions Impossibles, le 5, le 6 et le 7 il me semble, entre autres, hein, bien évidemment, parce qu'elle a une carrière qui est fulgurante. C'est une actrice que j'apprécie énormément. Euh, Vous avez aussi Ian Glenn, tiens, qui a joué dans Game of Thrones, que vous venez voir apparaître à l'écran à l'instant où j'en parle. Il y a aussi Rashida Jones, que vous avez vu normalement dans The Office et Park and Recreation, notamment 2 séries télé également américaines. Bref, je vais pas vous faire toute la liste du casting. On va passer directement à la critique. Là, je vous rassure, j'ai mis la bande-annonce de la saison 1, pas celle de la saison 2, pour pas que vous soyez spoilés. Euh, Parce que c'est bien évidemment une série à mystère, en fait, hein, Silo. Puisque on se retrouve plongé dans cette espèce de, de monde, ouais, comme le dit le synopsis, très dystopique, très complètement pyramidal, même en fait, avec des couches de strates riches en haut, pauvres en bas, mais et, même ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas le plus important parce que c'est un classique finalement dans la manière d'appréhender notre monde à nous. Ça s'est fait par exemple dans le transpersonnage que vous avez peut-être pu voir, que ce soit en bande dessinée, en série ou encore en film. Mais ce qui va être très intéressant dans Silo, c'est que c'est une série qui laisse une part belle à ses personnages. Je trouve honnêtement que les personnages de cette série sont tous très intéressants. Ils ont des caractères qui vont se développer, que même quand on est du côté des antagonistes, c'est toujours au poil. Et il y a beaucoup d'émotions qui transparaissent à travers cette série. Mais bien évidemment, il y a aussi ces histoires de mystère. Et c'est une série qui a le pli de nous donner quand même à manger. Vous savez, il y a ce genre de série où au final, c'est juste mystère sur mystère sur mystère sur mystère sur mystère. Tant que c'est jamais résolu les autres. Là, franchement, on commence la saison 1, je pense dès le deuxième épisode, il y a déjà des infos en fait. On nourrit déjà avec des informations. Et ça c'est vraiment super, super chouette, je trouve. La prod de cette série est fantastique. Alors, c'est toujours les mêmes décors parce que ça se passe dans un silo, fatalement, donc ça aide à avoir un budget qui est pas non plus incroyable. Mais malgré ça, cette espèce d'ambiance, ouais, ambiance un peu années 70 avec des vieux PC ou des trucs comme ça, ça rend la chose encore plus intéressante. Ce que j'aimerais aussi vous dire, parce qu'à la base, on était censé parler de la saison 2, c'est que c'est une série qui, je trouve, même après avoir regardé la saison 2, est toujours bien. C'est toujours agréable à regarder. Il y a toujours autant de personnages qui sont intéressants. C'est à peu près les mêmes qu'on va retrouver, bien évidemment. Et toujours autant d'enjeux. Cet enjeu de savoir bah, que font ces gens dans ce stylo. Parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que en fait, les gens sont là. Ils sont là depuis des siècles. Et en fait, personne à l'heure actuelle dans cette société n'est capable de dire pourquoi ils sont là. Tout ce qu'ils ont en fait à disposition, c'est une caméra, un peu comme celle que vous êtes en train de regarder ici, qui leur filme l'extérieur. Et un extérieur qui est dévasté, bien évidemment, avec les corps de gens. En fait, toutes les personnes qui sont accusées de crimes dans ce silo, au lieu d'être exécutées, ils sont obligés de sortir et on leur demande de nettoyer la caméra pour que ce soit toujours clean et qu'on ait toujours la vision cauchemardesque de ce qu'il y a en dehors du silo. Et c'est à peu près tout. T'en as entendu parler, toi, Clément, de silo? Ouais, on me l'a déjà conseillé plusieurs fois. J'ai juste pas eu le temps de la regarder parce que déjà, c'est Apple TV, c'est ça? Ouais, c'est Apple TV, ouais. Apple TV, donc déjà, je n'ai pas l'abonnement Apple. Il faudrait Oui. que je la regarde d'un d'autres Il moyens. faudrait que tu trouves une solution autre que Apple TV pour Une regarder cette solution série. légale autre que Apple TV. Mais oui, on me l'a conseillé à Voilà. plusieurs reprises et c'est dans les projets. C'est dans les J'ai projets. l'impression qu'Apple TV ont fait de très bonnes séries de Les... SF. Ouais, honnêtement, les séries Apple sont très Fondation, chouettes.
Il y a Fondation, je crois. Oui, On Fondation, m'a je l'ai vu, conseillé elle est, aussi. ça crache un peu à la gueule du bouquin, mais honnêtement, sur certains points, c'est vraiment pas grave. Notamment sur la ligne narrative des empereurs de la galaxie, qui est pas du tout présente dans l'œuvre originale, mais, euh, mais dans la série, ils ont géré ça avec. C'est ouf, quoi. Ouais, Ouais, voilà, il faut que je m'y penche sur les séries les Apple parce séries que Apple, ouais. Bah, je moi trouve je que. moi, de Ah, Apple, le seul truc que j'ai ouais, vu de Apple, c'est leur série docu sur les dinosaures qui est excellente d'ailleurs, qu'ils ont fait, hein, qui est dans la foulée. excellente. Niveau qualité, je crois on n'a jamais fait mieux. Et même la BBC qui sort une sorte de remake de son. Ils refont une série de Walking with the Dinosaur. Ah ouais? Ils en refont une. Ouais, il y a eu déjà des premières images et je pense qu'ils seront pas au niveau de la qualité 3D en tout cas de Apple. Ouais. Mais oui, voilà, en gros, Silo, j'en ai entendu parler, ça m'intéresse beaucoup. En plus, en huis clos. Et, globalement, c'est du huis clos en fait, Oui, oui, bah, de toute façon, enfin, avec le Silo. c'est comme c'est un énorme silo, C'est un- Ouais, c'est ça. c'est très en huis clos, mais en même temps, c'est suffisamment grand pour que tu aies quand même, des, C'est un peu de voyage, du quoi. voyage. Que Parce ça que bouge. c'est ça qui est Ouais. intéressant, c'est qu'en fonction de la strate à laquelle tu te trouves dans le silo, tu vas pas avoir les mêmes choses. Par exemple, les gens qui Ouais. vivent tout en bas, c'est les mécanos, ils vivent un peu dans la crasse, la tambouille, etc. Ils ont une manière de s'exprimer qui leur est propre, alors que par exemple, tu vas monter dans les hauteurs, ils vont avoir des jardins avec des pommiers, des trucs Oui, comme c'est le ça. grand Enfin, classique oui, voilà, c'est ça de la lutte des de classes, la en lutte des fait, classes. transposé dans un. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que, transposer bien sûr à un univers classique, silo ou train par exemple pour le transpersonnage. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que j'en dis pas plus, mais les menaces ne proviennent pas forcément de là où on pense qu'elles vont provenir. Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus sous-jacent à l'organisation sociétale du silo. Et en Mm. fait, que tu sois en haut ou en bas, en fait, quoi qu'il arrive, tu fais partie d'un truc qui est plus gros que ça. Et c'est ça qui Ouais, c'est est. l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est le mystère de. Voilà, c'est ça. Il y a tout ce truc de qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Et on se rend compte qu'il y a certaines personnes dans le silo qui seraient censées normalement avoir des rôles inférieurs à d'autres, mais qui en fait savent plus de trucs. Oh, oh. Et donc, du coup, il y a ça aussi qui est très intéressant, je trouve, dans le silo. Je vous en dis pas plus parce que je sens que je suis sur la frontière là avec le spoil. Donc voilà, à ma droite, j'ai quelqu'un qui fait oui de la tête en disant qu'il faut que je ferme ma gueule. Mais donc, du coup, je m'arrête là tout de suite. Je rends l'antenne pour ce qui est de silo. Franchement, moi, si j'ai un truc à vous dire pour ceux qui sont dans le chat et pour ceux qui nous écoutent en replay, franchement, regardez Silo. Comme le dit Faldor, c'est une série qui a une très très bonne réputation. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe dès à présent à notre deuxième série qu'on va aborder, mais surtout en fait que toi, Clément, tu vas aborder. Allez. Allez, vas-y. Bah, du coup, on va essayer voilà, un petit peu de discuter de Squid Game saison 2. Donc Squid Game, c'est un drama coréen, faut le rappeler, produit en Corée hein, pour Netflix. La saison 1 a été diffusée en 2021, si je ne me trompe pas, donc ça fait un paquet de temps. Donc on a attendu 3 ans en gros pour la saison 2. Enfin, je dis on a attendu pour ceux qui l'attendaient, hein. Et en effet, on pourrait se demander, mais à quoi ça servait de faire une saison 2 parce que en fait, on suit le personnage. Bon, je spoil la saison 1, désolé. On suit le personnage qui a gagné le Squid Game de la saison 1. Et à la fin de la saison 1, on se rend compte qu'en fait, il veut pas partir avec l'argent qu'il a gagné, donc les 45 milliards de won. Je crois que j'avais regardé, ça fait plusieurs millions d'euros, plusieurs centaines de Ouais, millions c'est pas mal, ouais. d'euros actuels. Et donc en fait, à la fin de la saison 1, on se rend compte qu'il ne veut pas partir et on comprend en fait qu'il va essayer de refaire une deuxième partie. Peut-être qu'il n'a pas gagné assez d'argent. Euh, Et du coup, 3 ans plus tard, on a la réponse. Et alors, je vais pas spoiler non plus. Mais le scénario, en gros, il se retrouve de nouveau dans le jeu. Et en fait, il s'y retrouve, mais il n'avait pas prévu de s'y retrouver. Donc en fait, on le voit, voilà, on va le revoir faire les jeux. Alors pas tous les mêmes jeux, je vais pas spoiler, mais les jeux qu'on y voit, mais il y en a certains qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas.
et il va donc se retrouver contre son gré dans le Squid Game. Et pourquoi est-ce que il s'y retrouve contre son gré? Parce que lui, son but à la base, c'était... Donc là, j'ai spoilé en fait le premier épisode de la saison 2 et un peu le deuxième. Le personnage principal voulait en fait, en gros, piéger les organisateurs du Squid Game pour essayer en fait de juste arrêter le Squid Game. Donc en fait, il a passé 3 ans. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a attendu 3 ans en fait pour la saison 2. En fait, dans la temporalité de la série, le personnage va passer 3 ans à essayer de retrouver le recruteur des, des Squid Game pour lui poser des questions, lui faire un interrogatoire. Alors, je vous spoil le début de la saison 2, il va y arriver. Et je ne spoilerai pas plus. Vous verrez en fait comment il a fait pour se retrouver dans le jeu alors que il avait normalement la main mise sur son plan. Mais il n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette saison 2 après avoir parlé un peu du scénar? Déjà, c'était un peu long au début, parce qu'en fait, on se Ok. retrouve dans les jeux euh, quasiment à la moitié de la série, quasiment à la moitié de la saison plutôt. Elle ne fait que 7 épisodes, donc c'est très court par rapport aux 8 de la saison 1. Donc déjà, c'est très court. Il y a beaucoup de choses à développer et au final, ils vont devoir en faire une saison 3 pour raconter la suite de la saison 2. Puisqu'on se rend compte qu'une fois arrivé à la conclusion de la saison 2, qu'en fait, c'est pas du tout une conclusion. Donc, bon, Ouais. ça, on va devoir attendre. Est-ce qu'on va réattendre 3 ans ou est-ce que ils ont tout tourné en fait et ils vont diffuser ça en fin d'année ou l'année prochaine? Bon, ça, Moi, on verra bien. j'avais ouï dire qu'apparemment, ils avaient plus ou moins presque tout tourné, je crois. Alors après, Ouais, il me semble que c'est plutôt un délire dans ce genre-là et que la saison 3 sortira l'année ouais, ça, prochaine ou l'année d'après. ouais, ça serait une saison 2.5 à mon Ouais, avis, c'est parce ça, que ouais. pour une cohérence de scénario, Je pense. Alors après, moi, je ce t'avoue serait que une j'ai pas du saison tout vu 2.5. vu la série, que ce soit un ou 2. Ouais, ouais, Donc, mais ça, donc je te dis y a ça pas de souci. avec Oui, mais ce qu'on m'a je dit, pense tu que vois. c'est ça. Pour le coup, je me suis pas du tout renseigné sur sur la prod. Mais voilà, c'est très court et il y a beaucoup de choses à développer. Du coup, on reste un peu sur sa fin, même si ça s'accélère dans les 3 derniers épisodes. Et il y a un arc narratif qui sert vraiment à rien pour le coup. C'est l'arc narratif du flic gentil de la saison 1. On suivait un flic en fait qui essaie de retrouver son frère. Et on le retrouve dans la saison 2 et son arc narratif ne sert absolument à rien. Il gâche du temps d'écran, clairement. Ouais. Est-ce que ça va donner un truc dans la prochaine Ou alors, saison? ça aura du sens en saison 3, quoi. Ouais, c'est ça, ça aura du sens en saison 3, mais c'était des cassages de rythme. Bon, pour vous dire qu'est-ce que fait ce personnage quand même, pour que vous compreniez. En fait, il cherche l'île des jeux, parce que les jeux se passent sur une île, et il la cherche avec des gars de service secret ou des anciens militaires, je crois, et un batelier. Et il passe la saison en fait à tourner sur les îles une fois par épisode. Tu le vois apparaître pendant 10 minutes. Non, cette île-là, c'est pas la bonne. Allez, on va sur une autre île. Oh, il y a une tempête, on peut rien faire. Ah on retourne sur l'île. C'est chiant, c'est extrêmement chiant. Tout ça pour nous donner un petit twist à la fin de son arc narratif, mais qu'on a vu venir à 20 km. Ouais. Parce que oui, ça aussi, c'est que les twists de cette saison, les twists scénaristiques, sont désamorcés frame 1. Ah ouais. En gros, on t'introduit un personnage dans la saison 2, un personnage qui est un joueur des jeux. Et en fait, quand tu as vu la saison 1, tu es forcé d'avoir vu la 1 de toute façon, tu sais déjà que ce personnage est un... je vais rien dire, parce que sinon je... Bah non, parce qu'en vrai, Le je suis con, parce spoil. la série se spoil elle-même, donc ça j'ai le droit, je m'accorde ça. Tu sais que c'est un traître. En gros, le personnage qu'on va Ah t'introduire à ouais. un moment donné, tu sais que c'est un traître parce que tu as vu la saison 1 et donc tu sais qui est ce personnage. Donc déjà ce twist, en tout cas pour le spectateur, le twist ne marche pas. Mais après, si tu te projettes dans la psyché des personnages, ça marche. Parce que Ouais, eux, ils ne le savent pas, bien sûr. bien sûr. Donc ça, après, c'est un truc qu'il faut réussir. Est-ce que tu arrives à être assez empathique envers les personnages? C'est un autre débat. Pour accepter des faux twists, en fait, qu'on te montre, mais que les personnages, eux, ne savent pas. Ouais. Euh,
Et il y a un autre twist avec l'arc du flic qui cherche l'île, mais qui lui pour le coup ne marche pas, je trouve. Ouais. Parce que là aussi c'est cramé à 20 km. Là pour le coup la série te le dit pas. Elle essaye de te faire croire que qu'il va rien se passer, mais en fait toi tu le crames C'est à 20 grillé, km. ouais. Ouais, c'est grillé en fait. Il y a un dialogue qu'ils auraient pas dû mettre, et c'est en mettant un dialogue en particulier que ça va qui se gâche une cartouche sur le seul arc narratif qui sert à rien. Et après, je vais vite fait parler des personnages et puis ensuite des jeux sans les spoiler, parce que c'est l'intérêt de la série. Ouais, bah oui. Les personnages sont cool pour le coup, il y a des bons personnages. Bah, le personnage principal, son développement il a bien fonctionné entre la 1 et la 2. Euh, on le sent beaucoup plus. Il a été affecté par bien sûr les premiers jeux. Et il se retrouve contre son gré dans la partie. Et il essaye en fait la première truc qu'il va faire en fait quand il va se retrouver dans le premier jeu, ça va être d'essayer de dire à tous les autres, faites gaffe, vous allez crever, écoutez-moi. Il essaie de se poser en tant que leader, ça marche pas. Et, euh, et il va du coup en fait diviser en deux camps. Il va y avoir en fait plein de personnages qui vont vouloir continuer le jeu parce qu'ils vont lui faire confiance. Ouais. Donc ils se disent voilà, toi tu connais, donc en vrai on a gagné. Sauf qu'ils vont se rendre compte qu'en fait c'est pas les mêmes jeux que la première saison, donc forcément il les connaît pas. Et il y a tous les autres qui vont dire oui, mais en fait il a raison, en fait on va crever, on a bien vu, il y a 100 mecs qui viennent de se faire fusiller devant nous, on va essayer de se barrer. Et l'intérêt de la série là, enfin l'intérêt de la saison, c'est que même si on voit moins de jeux, ils vont en fait, entre les parties, tous les personnages vont avoir le droit de voter l'arrêt des jeux à la majorité. Majorité plus 1, enfin voilà quoi. Donc en fait, entre chaque jeu, à la fin de chaque jeu, ils vont aller voter, ils vont recevoir un patch, voilà, un petit patch pour dire j'ai voté oui, j'ai voté non pour l'arrêt. Donc déjà, tu mets deux clans. Ouais. Et ça, c'était très intéressant parce que du coup, en fait, chaque vote, il faut le voir comme un jeu. Donc en fait, on n'a pas que 3 jeux qui nous sont montrés, on en a plus, puisque chaque vote, c'est la vie ou la mort presque, hein, et tu vois des personnages qui vont voter non, je veux arrêter, et le jour d'après, ah finalement peut-être, on peut peut-être continuer, parce qu'en fait, si tout le monde s'arrête, ils divisent la somme gagnée jusque-là entre tous les personnages. Ah Donc oui, je vois. forcément, tu avances une journée, tu as un certain nombre de personnes qui sont mortes, donc tu augmentes la somme qui va se diviser en moins de gens, donc forcément tu gagnes plus. Oui, oui. Et voilà, il va y avoir des personnages qui vont être à fond là-dedans. Ouais, on continue, on continue. Et il y a des personnages très intéressants. Notamment, il y a un père et non, une mère et son fils aussi qui sont assez touchants. Il y a une personne transgenre aussi qui a un arc assez cool. euh, qui d'ailleurs sert beaucoup à la fin de la saison. Il y a un personnage qui a fait le buzz sur les réseaux, c'est un rappeur qui est détestable au possible. C'est un bad guy en fait, c'est un Ouais. méchant, c'est un drogué. Mais c'est ça aussi, ça c'est bon. Je pars en dehors de la série, mais c'est un problème, je trouve. Enfin, c'est un truc qui est souvent là sur les réseaux, c'est que les gens vont idolâtrer un personnage qui est détestable au possible en Ouais, fait. malheureusement. Ouais. C'est tout le monde le trouve super, alors qu'en fait c'est un drogué, c'est un camé qui bully les gens et qui essaye de tuer tout le monde. Donc non, c'est pas un personnage que tu es censé apprécier. Mais l'acteur joue bien Ouais. pour le coup parce qu'il te rend le personnage détestable. En tout cas, moi je l'ai détesté et j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas de script. Et donc ça c'est assez fou. Ok. Il était en roue libre Il en était en fait impro total, quoi. il était en roue libre. C'est dingue. En tout cas, c'est ce que j'ai cru lire. Et voilà, après, voilà, il y a d'autres personnages qui sont aussi assez intéressants. Le personnage du traître est cool aussi parce que j'ai eu deux trois scènes, je me suis dit, ah, est-ce que finalement il va être un traître ou pas? Est-ce qu'il est touché par le personnage principal qui lui raconte que il faut peut-être arrêter les jeux, soyons tous gentils avec nous, les dettes, c'est pas la fin du monde. Voilà, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, hein, les gens font ces jeux, ils acceptent de leur plein gré parce qu'ils ont des dettes à rembourser, qui se chiffrent en millions d'euros actuels. Ouais. Et donc, ils essayent de,
de rembourser leurs dettes. Mais en gros, voilà, la saison, pour conclure quand même, la saison 2 est sympa. Si vous avez la patience d'attendre la saison 2.5, faites-le. Si vous n'avez pas encore regardé la saison 2, parce que ça passe vite cet épisode, surtout quand la série est diffusée directement les 7 d'un coup. Mais oui. Merci Netflix. Donc tu te la torches en une journée si tu es au chômage et t'attends un an pour la suite. Ouais. Et Dommage. dommage, surtout que au final tu restes un peu sur ta fin Bah puisque oui. ça explose, le scénario explose à la fin. Et voilà, donc j'ai hâte quand même de voir la conclusion. Un peu frustrant quand même, Je j'ai Un l'impression, peu quoi. frustrant, Ouais. mais j'ai hâte de voir parce que je pense que ce sera la fin de la série tout court parce que vu comment c'est parti, si le personnage principal réussit, parce que de toute façon il le dit dans son but c'est d'arrêter les jeux. Donc s'il réussit, bah il y a plus de jeu. Et sinon, bah s'il réussit pas, bah on est reparti pour 3 saisons quoi. Oui, c'est ça en fait, Donc ouais. la série qui critique le capitalisme qui va Servir le finalement, capitalisme. Bah, voilà, comme bah, à chaque fois, j'ai envie de elle le dire. sert déjà Elle d'ailleurs le sert avec déjà, les, oui, c'est ça. elle le sert déjà. C'est Hein, toujours un petit peu voilà. l'absurdité de la chose. Bah Ouais. merci Clément Mais pour merci à toi. ta petite critique du coup sur Squid Game. Ce que je vous propose du coup maintenant, c'est qu'on passe au niveau Film. des films exactement dans notre Ah, il y a bonne des gros vieille morceaux, hein. salle de cinéma. Ouais, exactement, il va y avoir des gros morceaux. On va commencer peut-être, si tu me le permets, Clément, sur un petit film. Je vais faire ça dans l'ordre sur un petit film Ouais, vas-y. français que j'ai vu du coup pendant les périodes des fêtes, qui est avec Franck Dubosc, comme vous le voyez Ah, juste ici. j'ai pas réussi à le voir de manière légalement sur mon ordinateur. Ah ouais, bah, en même temps, il vient de Alors, ton sortir, son donc est très faible, mon Marc, ton son est son, très faible. apparemment. Ah merde. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Là, c'est mieux là? Est-ce que vous m'entendez mieux là? 1, 2, 1, 2. Bah. Putain, tout à l'heure, j'avais l'impression que ça gueulait. Là, oui, c'est mieux. Ok, bah écoute, on va rester comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Peut-être fait des mauvais réglages avec le Yeti. Bref, du coup, disais-je, c'est mieux. Ah oui, depuis tout à l'heure, vous m'entendez. Alors, heureusement que c'était pas moi qui parlais, du coup. Il te l'aurait dit, Il il me te l'aurait l'aurait dit dit, avant. je pense, j'espère. Du coup, ouais, on va parler de Un ours dans le Jura, qui est une Je comédie suis déçu de pas noire avoir vu. qui a été réalisée par Franck Dubosc, du coup, qui est sortie en 2024. Je comprends que tu sois déçu de ne pas l'avoir vu parce que, honnêtement, je pense que c'est une de mes grosses claques de cette fin d'année. Tu sais, c'est le genre de film où tu te dis, normalement, moi j'y suis allé avec mes darons, et c'est vraiment le genre de film où tu te dis, bon, bah, j'accompagne les darons au cinéma, et on voit ce que ça va donner. Et en fait, en vrai, je vais vous le dire cash direct, avant même de vous raconter un peu ce que ça raconte, j'ai eu l'impression de regarder un film des frères Cohen, mais avec Franck Dubosc à l'intérieur. Ouais. Et c'est ça qui est très étrange. Il y a une forme de dichotomie. Tu vois Franck Dubosc, que normalement tu es censé attendre Patrick, et en fait là, non. T'as l'impression d'être plongé ouais, dans Lady Killers ou dans d'autres films des frères Cohen, et c'est ouf parce que c'est ouais, c'est une comédie noire en fait. Tu ris de trucs auxquels normalement tu devrais pas rire du tout. Je vous raconte un petit peu du coup le synopsis. Michel et Cathy, qui sont donc respectivement joués par Franck Dubosc et Laure Calamy. Laure Calamy qu'on voit de plus en plus au cinéma, et c'est toujours un vrai plaisir de la suivre depuis 10%, qui est une série que je vous conseille dans la foulée, pour ceux qui l'ont pas vue. Donc Michel pardon, et Cathy, vendeurs de sapins, vivent dans un petit village du Jura avec leur fils de 12 ans, Doudou. Ils sont criblés de dettes et ils ont plein de difficultés financières. Le couple se déchire petit à petit. Jusqu'au jour où, pendant qu'il rentrait chez lui, Michel évite de justesse un ours sur la route et heurte une voiture, tuant sur le coup les 2 passagers. Prévenant sa femme, il décide de se débarrasser des corps, mais il trouve dans leur coffre un sac rempli d'argent comprenant 2 millions d'euros. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer par la suite. C'est l'entièreté du village dans lequel ils sont qui va rentrer en ébullition, parce qu'il va y avoir toute une galerie de personnages incroyables qui vont graviter autour de Michel et Cathy, et de cet argent qui sort. On va retrouver notamment entre autres Roland, qui est le major de la gendarmerie, qui est joué par Benoît Poulvord, qui est fantastique. Il y a l'adjudant de la gendarmerie, qui est un idiot fini, mais qui est incroyable. T'as une patronne d'un club échangiste qui est jouée par Emmanuel DeVos. Enfin bref, t'as tout un casting qui est très très chouette. Et franchement, tu passes un excellent,
excellent moment. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il y a des moments de tension, parce qu'il y a quand même des gros mafieux, bien sûr, qui vont débarquer pour récupérer leur fric, parce que bien évidemment, c'est des frics de la mafia. T'as des meurtres en pagaille, etc. C'est dingue, et je trouve ça fou euh, que ce soit Franck Dubosc. Bah, c'est ça que mon cerveau arrive pas à capter. C'est que c'est Franck Dubosc, et que le scénario est de Franck Dubosc. En fait, je sais pas, il a fait un film où il a décidé de sortir de ce qu'il faisait d'habitude. Je sais pas, j'ai pas regardé d'interview ni rien. Je crois que vite fait, je l'avais entendu dire que il avait envie de faire un film enfin, que ça lui tenait à cœur de faire un film comme ça. Donc je pense que d'une certaine manière, il nous dévoile aussi une part de son propre imaginaire et de son inspiration justement de grosses comédies noires. Pour moi, la plus grosse influence, ouais, en fait, c'est Fargo. J'ai l'impression de regarder Fargo, mais en France. Est-ce que t'as vu Fargo, Clem? Non, je n'ai pas vu Fargo. Alors c'est un film des frères Cohen, mais surtout aussi c'est une série. C'est été adapté dans les années 2010 en série avec Martin Freeman par exemple, et c'est à peu près le même synopsis. En gros, pour vous simplifier, Fargo c'est l'histoire d'un mec qui vit une vie nulle à chier. Ça se passe pas bien avec sa femme qui est une connasse, il a un job de merde, et en fait un jour il percute un mec, et ce mec c'est un tueur en série. Et en fait, il le sait pas, mais il va l'amener à l'hôpital, il va le permettre de le soigner, il va le permettre de survivre. Et en fait, le tueur lui dit, bah, je vais t'aider à ce que tu ailles mieux dans ta vie. Sauf que, est-ce que tu veux vraiment qu'un tueur en série t'aide à aller mieux dans ta vie? Bah, je vous laisse regarder la série pour le savoir. Donc, je vous conseille Fargo dans la foulée, qui est une série ouais, qui est incroyable. Il y a 4 saisons. Les dernières saisons sont un peu moins bonnes, mais je trouve que les deux premières sont vraiment, vraiment excellentes. Et Un ours dans le Jura, voilà. Je trouve qu'il faut aussi. Enfin, c'est rare, je trouve, d'avoir un acteur aussi connu que Franck Dubosc qui permette de mettre au jour des films de cet acabit-là en France. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, je veux non, mais je dire. vois. C'est Ouais. qu'on est vraiment sur un truc que t'as pas l'habitude de voir normalement, ou alors qui sera un truc C'est qui sera cool niche. et Et du coup, grâce au fait que ce soit lui qui l'ait j'espère fait, que le c'est pas film va niche, tu marcher, vois. hein. Ben, j'espère aussi qu'il va marcher. Je crois qu'il a un gros succès quand même, hein. De ce que j'ai cru comprendre, les gens aiment beaucoup. Mais s'il marche, ça peut peut-être influencer encore une fois les producteurs, parce que c'est toujours le même Bah ouais. problème, à engager plus de films dans ce goût-là, plus de films tournés autour Puis des ça montre thrillers, aussi, comédies. Ouais, et je pense aussi que ça montre que nos grands comédiens, nos vieux de la vieille, hein, bah, Franck Dubosc et Poulvord, c'est des vieux de la vieille, je pense qu'on peut le dire. Bah, peut-être qu'ils étaient bridés dans leur rôle comique depuis des années, et que peut-être qu'avec l'âge, ils ont réussi à trouver un moyen de s'émanciper ouais, des boîtes complètement. de prod, ou justement de créer leur propre boîte de prod et de pouvoir faire en fait ce qu'ils voulaient faire depuis longtemps, et avoir des comédies noires comme ça. Oula, il se passe des trucs dans le Oui, dans le chat. chat, on a quelqu'un qui nous, Il y a, il y a- il y a- qui est en il y a- train de il y nous a des spams spammer, qui nous spamme. il y a des spams. Et ouais, et voir des comédies noires comme ça qui reviennent au lieu de ces comédies, ces comédies pseudo-racistes qu'on a depuis longtemps. Bah, ça fait du bien, quoi. Ouais, Ça carrément. montre que bah, on sait toujours faire des bons films en France, et tous les ans, en vrai, on a un ou deux films comme ça français qui pop, qui montrent que bah, qu'on a de la ressource, hein, qu'on sait faire les choses, et que bah, il faut juste pas qu'elles soient bridées par des éditeurs, des boîtes de prod, ou des Oui, trucs financés par on ne sait quoi. complètement. Comme le dit Streetfy dans le chat, ça permet effectivement De donner, ouais, un de nouvel donner un élan. nouvel élan au cinéma français, hein, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je sais pas du tout comment gérer Normalement, si tu cliques sur son pseudo, vu que tu es modérateur, tu peux le je, bannir, en je peux fait. le bannir. Alors, tac, 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 Ouais. je l'ai bloqué, mais je peux pas le ban. Euh, tac, 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 je l'ai bloqué. Donc après, je sais pas s'il peut continuer à envoyer des Ouais. messages. Normalement, non. Normalement, non. Ok. Bah, écoute, on va voir. Ouais. On va voir, on va voir. Très étrange. Ouais. Des cachées. Ça montre qu'on est capable de faire de bons thrillers comme Dans la brume ou encore Acide. Ouais, tout à fait. Tout à fait, je suis Ouais, et puis d'accord. même moi, je suis plutôt côté film de genre. Donc, moi, en film français récent que je peux citer, c'est Vermine et Gueule Noire, qui montrent que bah, voilà, il y a de la ressource. On a des scénaristes, on a des réals. Il faut juste arrêter en fait de mettre 10 millions d'euros dans des remakes des Trois Mousquetaires qui sont en train de faire un flop total,
Euh, je sais pas si tu as vu ça, Ouais, Marc. oui, oui, Mais ouais, voilà, tout si on à fait. pouvait éviter de mettre 10 millions dans ce genre de production et essayer de mettre plus de choses dans le film de genre, les trucs un peu noirs et la fantaisie, bah, ce serait pas mal. Parce Grave. que je pense qu'avec 10 millions, une fantaisie française, on peut faire des On choses. pourrait, on pourrait faire des choses. Il y a des choses qu'on Parce que pourrait l'avantage, adapter. c'est qu'en France, le décor réel, on les a déjà. Oui, c'est ça. C'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Que l'argent devrait être juste mieux investi parce que ce genre de film, bah, bon là après Boulevard et, euh, et Dubosc, ils ont plus rien à prouver. En fait, on sait que ce sont des gens talentueux, Oui, euh, mais on a une réserve de bons scénaristes, de bons réalisateurs et de bons acteurs qu'il faut faire travailler. Mais de toute façon, mais pourquoi je cherche à parler des films de genre, mais le Comte de Monte-Cristo le prouve bien aussi, hein. bien évidemment, Et, ouais, ouais, et clairement. même s'ils sont critiquables, les deux derniers, enfin les deux mousquetaires, les deux films, même s'ils sont discutables d'un point de vue esthétique ou scénario, ça change des Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 6 quoi. Bien sûr, Ou des Tuches qui sort encore cette année. Donc bien sûr, bien sûr. Ou alors voilà. même de certains films américains, et j'en profite du coup pour pouvoir passer à la À suite, la de certains transition. films américains tels que par exemple un certain film avec The Rock qui Ah, est sorti à Noël. Je veux bien évidemment qu'est-ce que parler c'est que ce de film? Red One. Tu n'as jamais J'ai entendu parler regardé de ça. Red One, Non, Clem? Alors, non. on va en parler. Red One, c'est un peu le genre de film, tu vois, péché coupable, tu vois, d'une certaine manière. Ouais. Red One, ou alors nom de code de points rouges au Québec, bien évidemment. C'est un film réalisé par Jack Kasdan, qui est sorti en 2024. Jack Kasdan, c'est le fils de Laurence Kasdan, de Laurence Kasdan. Donc je sais pas si le népotisme marche, mais sache que c'est lui qui a fait Jumanji, Bienvenue dans la jungle, Ah du coup, oui. qui était un film qui était en soi Que pas j'avais trop mal, pas trop mal. Ouais, aussi pas trop mal. et Ouais. aussi avec The Rock. Et là, du Ouais. coup, avec ce film Red One, on part sur un film un peu déjanté, où je te lis le synopsis. Après l'enlèvement du Père Noël, son chef de sécurité Callum Drift, donc The Rock, doit s'associer avec le chasseur de primes le plus célèbre du monde, Jack O'Malley, dans une mission pleine d'action à travers le globe pour sauver Noël. Voilà, c'est ça Red One. Waouh. Ouais, 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 ouais. Non, Faut mais encore sauver Noël. comme tu le vois dans la bande-annonce, on est sur une ambiance de genre Noël. En fait, tu prends Mission Impossible et tu prends Noël et tu fais un truc comme ça. Voilà. Du coup, Ça a dedans, aucun sens. ça n'a aucun sens. Dedans, du coup, t'as Dwayne Johnson, Chris Evans qui joue on va dire le vrai héros du film, Lucy Liu qui joue la Franck. chef des services secrets de Noël, J.K. Simmons qui joue le Père Noël en personne et toute une palette aussi d'acteurs plus secondaires. Alors ce Franck film, qui dit qu'il y a un passage dans la jungle, c'est obligé. bien sûr, il y a un passage dans la jungle, et à un moment donné, je te Ah promets, non! ils vont au bord de la plage, il y a des palmiers. C'est vrai, il y a forcément toujours, Est-ce qu'il euh, a son t-shirt vert kaki qui lui sert trop à un moment donné, comme dans tous les comme dans tous les films avec The films. Rock? Non, franchement, ce film, il est hallucinant. Et vous savez quoi, en fait, en vrai, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça parce que c'est juste débile. Et du coup, ça fonctionne quand t'es tout seul le soir, que tu sors d'une boulée de journaux, d'une journée de boulot, pardon, assez éreintante. Oui, j'ai un collègue, il m'a dit, moi j'ai regardé Red One, Cyril, on t'embrasse, il m'a dit que c'était sympa, et je me suis dit, vas-y, je regarde. Et j'ai regardé, et effectivement, c'était sympa. C'est le genre de film, vous savez, c'est ces films de la nouvelle génération des contenus où en gros c'est tu peux le regarder en scrollant ton téléphone à côté. Je pense que c'est la pire chose qui existe pour l'industrie du cinéma. Mais dans cette catégorie de films-là, lui, il fonctionne relativement bien. Voilà, c'est un film que tu mets en fond. C'est sympa, il y a des scènes d'action qui sont rigolotes. Quand les mecs parlent, tu t'en fous parce que enfin, ils sont inintéressants, donc t'arrêtes de regarder. Et puis après, t'as la prochaine scène d'action avec des bonhommes de neige. Et voilà, c'est ça ce film. Dedans, t'as plein de personnages liés à Noël. T'as des lutins, les bonhommes de neige, le Père Noël, le Krampus. T'as plein de trucs à l'intérieur. Donc, s'il y a un moment donné, vous savez pas quoi faire de votre soirée, que vous n'avez pas non plus envie de regarder un film où vous sentez que vous allez devoir être en capacité cérébrale de le regarder, bah regardez Red One. Voilà, c'est sympatoche, mais vous l'oublierez probablement un mois plus tard.
une bonne conclusion Une pour ce très bonne film. conclusion pour ce film. Tout à fait. Et j'en Un autre profite. film oubliable. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un autre film oubliable. Moi, je l'ai pas vu. Mais peut-être que tu peux nous parler de Sonic 3. Ah mais non, je pensais pas à ça. Tu pensais Je Ah oui, pensais c'est à vrai que Craven. j'avais complètement oublié Craven. Ah, tu vois, je l'avais vraiment oublié. J'avais vraiment oublié Craven. Ah, c'est quoi? Vas-y, on enchaîne sur Craven. On enchaîne sur Craven direct. Craven, le chasseur. Craven the Craven the Hunter. Hunter. Alors, Craven le chasseur, c'est un film de super-héros américain qui a été réalisé par J.C. Chandor et qui est sorti du coup en décembre 2024. C'est la mise en scène du personnage de Craven le chasseur qui est un ennemi de Spider-Man. Il s'agit du 6e et du dernier film de l'univers Sony Spider-Man Universe. Et là, vous vous dites, je suis sûr, mais qu'est-ce que c'est que le Sony Spider-Man Universe? Alors, je vous répondrai, c'est, vous savez, cet univers de Spider-Man sans Spider-Man, avec Sans genre Spider-Man, Morbius, Morbius, les trois Venom, Madame Madame Web, Web, et du coup Craven, Craven. et peut-être que j'en oublie un, je sais plus. Un, Non, ça fait deux. 6. Ça fait 6 et c'est Ah oui, bah 6 c'est de le trop. 6e, oui, c'est ça. C'est 6 de trop. Et ben, vous savez quoi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Et ça va peut-être choquer certains d'entre vous. Parce que Venom 1, c'était pas bien. Venom 2, c'était pas bien. Venom 3, je l'ai pas vu. Je Madame l'ai pas Web, vu. je l'ai pas vu non plus. Et il paraît que c'était pas bien. Morbius, c'était pas bien à part Matt Smith. Et là, j'y suis allé avec mon père parce que on voulait regarder un film d'action un peu naze. Et au cinéma, un truc où on bien bourrin entre bonhommes. Et en fait, bah, c'était sympa. Un peu dans la même veine que Red One, tu vois, mais même mieux parce que bah, c'est tourné dehors. Donc déjà, c'est un bon point. Arrêtez de tourner vos films dans des studios qui se ressemblent tous. Là, c'est tourné dehors. Bon, les animaux en 3D sont dégueulasses, ça, il n'y a pas de souci. Mais au moins, c'est tourné dehors. Et en fait, là où Craven le chasseur a eu l'intelligence de, contrairement aux autres films, bah, ils se sont complètement coupés de Spider-Man. Il n'y a pas de référence à Spider-Man, pas de référence à quoi que ce soit. Tu as juste l'impression de regarder un film d'action un peu à la tu vois Jason Bourne ou Mission Impossible, genre c'est tourné caméra épaule nan, nan, nan. Et franchement les scènes d'action sont plutôt bien foutues. Là regardez comme il arrive avec sa lance et qu'il bute un mec avec la lance. Là ensuite il prend un couteau, il tombe ses trucs. Non. Il défonce des mafieux à coups de là, il y a des explosions, etc. Il y a Russell Crowe qui capote d'un max à l'intérieur parce que oui, même le casting est plutôt bien foutu. En fait, autant Aaron Taylor Johnson, c'est un mec qui a le charisme d'une huître la plupart du temps, autant là, bah, il fait quand même relativement le café. Bon, le Love Interest Ariana DeBose, bah, elle passe pas le test de la plante verte malheureusement, qui est un vrai test que je vous laisse vous renseigner sur internet, donc c'est un peu triste en 2024 d'en arriver là. Mais par contre, le reste du casting, Fred Etchinger, il joue très 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 bien. Il jouait d'ailleurs dans Gladiator, il joue Caligula, je crois il me semble. Attends, je vérifie. Non, il n'y a pas Non, pas Caligula dans le Caligula, film. Caracalla, excuse-moi. Il Ah joue oui, non. Caracalla dans Qui est un RZ de Caligula, mais Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est Caracalla version Caligula, d'où le lapsus un peu révélateur. Et il joue très, très, très bien dedans. Je pense que c'est un très, très bon acteur. Et il y a bien évidemment Russell Crowe qui joue le père de Craven, qui est un méchant, méchant. Tu vois, il parle comme ça tout le long. Et franchement, c'est là où tu sens que Russell Crowe, c'est un bon acteur parce que je pense qu'il était content de jouer dans ce film parce que franchement, au bout de 2 heures, j'avais oublié que c'était Russell Crowe. Et il jouait vraiment bien. Mais la Palme d'Or revient, je pense, au vrai méchant du film qui est joué par Alessandro Nivola, que je connaissais pas du tout, et qui joue le rôle du Rhino. Alors, le Rhino en 3D, il est dégueulasse. Franchement, ça va parce que il apparaît que à la fin du film. Mais tout le film, c'est un climax où, en fait, c'est un mafieux et il te met un peu la pression. De temps en temps, tu vois qu'il y a sa peau de Rhino qui commence à apparaître. Il est là, il commence à parler un peu comme ça. Et en fait, en vrai, il est un peu badant. Et bien sûr, il a le flingue facile pour buter ses sbires ou tout ce que tu veux. Il est un peu en costard, mais tu sens qu'il est complètement taré. Et je trouve que ça fait une galerie de personnages où en fait c'est rigolo de les voir. Il y a une forme d'émulsion dans ce film où tu te dis ouais en fait c'est sympa, c'est pas prise de tête. Et franchement si je devais faire un classement, Red One est clairement en dessous je pense de Craven parce que Red One à part l'univers qui est rigolo, le reste est vraiment lambda. Là où Craven the Hunter, bah, les scènes d'action elles sont cool, les acteurs ils jouent bien, les gens ils sont investis. Et pendant un instant ça m'a presque fait regretter le fait que cet univers se termine.
presque, parce qu'après je me suis rappelé de tous les Oui, autres films attention, d'avant. Marc, hein. Je me suis rappelé de tous les Attention, autres films Marc. d'avant. Mais franchement, en fait, je pense que juste le problème de ce film, c'est que c'est un Et film qu'il y a qui les 5 s'appelle, d'avant. c'est qu'il y a les 5 d'avant et qui s'appelle Kraven the Hunter, parce que, bah, en fait, ça aurait pu s'appeler juste, je sais pas, Le Chasseur ou un truc comme ça. Il n'y avait pas besoin de lier le scénario de ce film à l'univers Marvel et à Spider-Man. Tu pouvais faire la même chose sans tout ça, en fait, derrière, je pense. Mais sinon, voilà, si vous avez un moment, un jour de votre vie où vous savez pas quoi faire, Kraven the Hunter, il est sympa. Il est plus sympa. Il s'est pris un shitstorm dans la gueule. Et franchement, je vais enfoncer des portes ouvertes. Voilà, je le fais là maintenant tout de suite. Kraven the Hunter, le film, est mieux que le dernier Spider-Man avec Tom Holland qui est sorti. Je le dis, je vous regarde dans les Ah, yeux. Je le dans dis, les yeux, dans les les termes. yeux. Parce que moi, Spider-Man, là, No Way Home ou je sais plus quoi, je l'ai trouvé nul parce que, à part juste mettre les 3 Spider-Man dedans, il n'y avait rien à l'intérieur. Là, c'est pas incroyable, mais ils essayent. Je sais pas si tu vois la différence, Clem. C'est qu'ils essayent de faire Ouais, je quelque vois la chose diff. malgré le fait que ce soit pas bon, alors que les autres se disent bah, de toute façon, les gens ils aiment Spider-Man, du coup, bah, on va mettre les 3 dedans, là, on les paye un peu cher, et puis c'est bon, ils iront voir. On va même faire des moments où il y a des pauses pour qu'ils puissent applaudir. Là, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Là, on se fout moins de ma gueule parce que je sens que les gens qui sont derrière, les petits gens, hein, j'entends, hein, pas les producteurs, ils ont malgré tout essayé de faire de leur mieux pour essayer de faire un produit qui est relativement convenable. Ouais, Donc, malheureusement, bah, ça sauvera pas le fiasco du Sonyverse. non, mais le Sonyverse, il faut pas en Spider-Man parler, sans on est d'accord, Spider-Man. c'était débile de base, mais Ouais. je trouve que franchement, ça sent pas trop mal. Après, Maxime, qu'on salue, m'a dit oui, mais c'est parce que t'en attendais vraiment que dalle, probablement. Mais qui attend quelque Parce que chose de ces films personne déjà? n'attend Kraven le chasseur, personne. Voilà, regardez, regardez la bande-annonce. Non, franchement, c'est rigolo. Regardez là, il est pas content, il est en costume, il a fait oh non, enlevez mon frère, parce que je vous ai pas raconté le scénario. Mais en gros, l'histoire, c'est que plus ou moins, son frangin, du coup, qui est joué par Caracalas, se fait enlever par des méchants mafieux. Et je vous spoile pas tout parce qu'il y a quand même quelques petits twists sympatoches. Et du coup, il va essayer d'utiliser ses pouvoirs de chasseur pour essayer de le récupérer. Ses pouvoirs de chasseur, ils sont dus au fait que, en fait, quand il était petit, il s'est fait tabasser par un lion à cause de son papa. Et qu'une jeune femme est venue le sauver en utilisant un truc vaudou à la con qui s'est mélangé avec le sang du lion, ce qui lui donne du coup des pouvoirs de lion. Donc du coup, à savoir monter sur les murs, une super force, vision d'aigle, blablabla, blablabla. Des pouvoirs de lion, quoi. Et ça, c'est Russell Crowe. Regardez comme il est méchant là, dans la bande-annonce. Enfin bref. Après avoir parlé de ce film-là, j'ai besoin de parler d'un film bien, si vous me pardonnez l'expression. Et tiens, d'ailleurs, si, il y a une connexion à faire. On peut parler de Nosferatu, Clem, si ça te dit. Oui, on peut, hein. Parce qu'il y a un lien Sinon, tu entre peux. Kraven et Nosferatu, Il y en a un? bien sûr. Et ce lien, c'est Aaron Taylor Johnson. Oh. Eh oui. Attends, il joue quoi dans Il Nosferatu? joue le père de famille. Mais il joue bien. Attends, putain, mais j'ai pas la tête de l'acteur, je suis vraiment désolé. Non, non, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Hein. Ils sont tous grimés dans Mais oui, ils sont tous Nosferatu grimés. aussi. Mais il joue, le nom ne dit rien, il joue Friedrich Harding. Ah oui, c'est le pote. Le Enfin, c'est pote, le le pote, c'est le pote, collègue. Le le, collègue du le personnage collègue du personnage principal. principal qui a une vie de Oui, c'est famille. bon, Voilà, voilà. j'ai la ref. Bon alors du coup Nosferatu, qu'est-ce que c'est Oh, il y a beaucoup de choses à il y a dire. beaucoup de choses à dire sur ça. Ça va être un petit Je passerai vite un sur petit Sonic bout. après, mais pas de Oui, soucis. t'inquiète. Nosferatu, c'est un film d'horreur gothique américain qui a été réalisé par Robert Eggers, qui est notamment connu pour avoir réalisé The Lighthouse, il me semble, si je dis pas de conneries. Et il s'agit d'un remake du film muet Nosferatu le vampire de 1922, qui avait été réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau. Le film de 1922, il est très très chouette. Moi, je l'avais beaucoup aimé Gratuit sur YouTube, si quand vous l'avez pas j'étais. vu. Ah bah voilà, bah let's go, faut y aller. J'avais beaucoup aimé quand j'étais petit et je vous propose quand même de parler de l'histoire un peu de ce film-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nosferatu le vampire, c'est l'adaptation du roman de Dracula de Bram Stoker, sauf qu'ils n'avaient pas Sans les, les droits sauf qu'ils avaient Dracula. pas les droits, donc du coup ils ont changé tous les noms, C'est ils la ont changé le version lieu Wish et ils ont de changé la fin. C'est Dracula. clairement la version Wish de Dracula, à tel point que quand le film il est sorti, les ayants droit du livre Dracula ont dit non mais il faut arrêter de déconner, vous allez détruire ce film. Du coup le film a été défoncé pour de vrai physiquement, il n'y a que quelques copies qui sont restées jusqu'à ce qu'elles reviennent finalement, je crois, après la Seconde Guerre mondiale.
Et le film a eu beaucoup de succès parce que, bah, en vrai, c'est une bonne adaptation de Dracula, je suis désolé. Et là, du coup, C'est une autre version de Dracula, ouais. en 2024, le film a été remaké, on va dire, pour la seconde fois, parce qu'apparemment, il y a eu un remake dans les années 60, Il y en a eu peut-être. 3 de versions de Dracula, de De Nosferatu Nosferatu? OK. Bah, avant. voilà, là, c'est la dernière en date. Et en fait, moi, je vais vous expliquer un peu. J'y suis allé, la fleur au fusil, en me disant: «Oh, bah, j'avais bien aimé le film de 1922 parce que c'est un film qui fait pas bien peur». Sauf que naïf, il devait probablement faire très peur en 1922. Et donc, du coup, moi, je suis allé voir ce film et je me suis chié dessus pendant à peu près l'entièreté du film. J'y suis allé avec quelqu'un qui m'est très cher en disant: «Oui, tu vas voir, c'est sympa». Depuis, elle ne me parle plus, elle ne m'adresse plus la parole. Et donc, du coup, Putain, Marc, on je s'est pensais pas que tu chié. aurais peur devant ce Mais film. je suis une flippette, j'ai eu peur devant les dents de la mer, j'ai peur. Et en plus, le film est glauque. Alors, en fait, Oui, soyons clairs, le j'ai film adoré, hein, est très bon pour les gens qui aiment le genre, je pense. Visuellement, c'est une grosse claque. Vous voyez, rien que l'affiche, elle est magnifique. Les acteurs, ils jouent super bien. On va les lister parce on a du coup quand même William Dafoe. Willem Dafoe qui joue Bill, l'équivalent de Van Helsing. Je vais utiliser les noms de Bram Stoker, je suis désolé parce que c'est ceux que j'ai en tête. Donc, il joue une sorte de Van Helsing. Lily Rose Depp qui joue bah, l'héroïne, du coup, qui est l'équivalent de. Putain, comment elle s'appelle? Mina Harper. Harker, pardon. Nicolas Hoult qui joue Jonathan Harker, plus ou moins. Et du coup, Bill Skarsgård, donc le fils qui joue Nosferatu. c'est le mec qui joue le clown dans ce film Oui, il joue horrible là. ça dans le Voilà, dans dans les ça. ça. Vous voyez que je déteste les Un films d'horreur. excellent Voilà. acteur, hein, Et excellent acteur. il est très très très. Il m'a fait bader. Voilà, je me dis, Et il est je le incroyable. déteste parce il est très très fort. Et il joue du coup le comte Orlok, donc Dracula slash Nosferatu. Ils jouent tous super bien. La mise en scène elle est super. C'est chiadé, c'est bien foutu, c'est gothique as fuck. Tu vois les trucs qui arrivent, hein, voilà, tu as les petits enfants qui sont là, faire, ah papa, raconte-nous une histoire, là, là, là. Horrible. Euh, Et si le tu veux, film, je prends le relais, vas-y, mais prends le relais, je te sens, je te sens j'ai traumatisé en des PTSD. flashbacks du Vietnam. Oui, bah moi, qu'est-ce que je peux dire sur ce Nosferatu, c'est que bah, je suis très content parce que j'adore le cinéma de Eggers. Enfin, je dis j'adore. Bon, il a fait 4 films et j'en ai vu que 3. Il m'en manque encore un. J'ai pas eu le temps de voir The Lighthouse, mais The Witch, j'ai adoré avec Anna Taylor-Joy, sorti en 2015, et il a fait le très décrié The Northman, qu'on avait vu ensemble, je crois, Ah, c'est Marc. lui qui a fait The Northman. Oui, c'est lui. Excellent, The C'est lui Northman. qui a Moi, fait The j'ai passé un. Northman. Après, Donc, je comprends l'affiliation maintenant. Il y a, ouais, mais il y a on quelque chose. commence à voir un petit peu les gimmicks de ce réel. Ouais, Et c'est clair. moi, je vais quand même donner les points que j'ai beaucoup aimé dans le film et qu'on retrouve en fait dans ses autres films, du coup, parce qu'ils sont quand même tous les quatre assez différents, même s'il a une tension à aller vers l'horreur. L'horreur et le gothique, hein, avec The Witch quand même, qui est du coup son premier métrage, c'est un film d'horreur finalement, que je conseille. Et c'est déjà l'utilisation d'effets pratiques, de se faire chier à ramener 2000 rats dans le studio pour Oui, faire ces ça. scènes. Donc, tu vois des interviews de Oui, William Dafoe qui te dit putain, essaye de tourner avec 2000 rats autour de toi. oui. Mais surtout qu'en C'est plus, le là, mec. c'est la scène où il arrive au niveau du tombeau, non, ça, où il est tout seul avec les rats Il me semble autour. que c'est C'est celle-ci. Il me celle-là. semble que Ah c'est là ce là, type de quelle scène, hein. angoisse. Et c'est un mec qui sait s'entourer d'acteurs parce que c'est son troisième film avec William Dafoe, puisque William Dafoe est dans The Lighthouse, il est aussi dans The Northman et du coup dans Nosferatu. Donc il connaît bien ses acteurs. Bill Skarsgård, qui donc marche très bien pour se grimer dans les têtes d'affiche horrifiques, hein. On l'a vu avec le remake de ça qui, quoi qu'on en dise, moi je trouve qu'il marche bien. Là, c'est il passe 6 heures dans la salle de maquillage pour se grimer. C'est quelqu'un qui a fait des cours d'opéra pour pouvoir parler un octave en dessous. Donc Ok. en fait, quand vous l'entendez parler, c'est pas retouché en post-prod, c'est que c'est sa vraie Ah voix. ouais. Ok. Donc dans ça, il avait une voix suraiguë. Acteur studio. Et là, il a une voix un octave plus grave. Donc il y a quand même une volonté d'aller dans le fond des choses, de revenir au cinéma pratique et au cinéma où en vrai les acteurs ils se donnent à fond et ça se ressent. Donc même si je pense que les gens ne vont pas beaucoup aimer son cinéma parce qu'il est très symbolique son ciné, Oui. les gens n'ont pas aimé The Northman parce que bah, c'était très
C'était très shakespearien, même si Oui, et le pourtant conte d'origine est nordique, c'était très euh, historiquement juste aussi malgré mais tout. oui, ça, C'est et ça qui est aussi ce que fou, j'aime hein. bien chez Eggers, c'est la Ouais. justesse historique qu'on retrouve dans The Witch. Où en fait, dans The Witch, juste pour en parler vite fait, on suit une famille, je pense qu'ils sont mormons ou un truc comme ça, enfin des familles religieuses protestantes du 17e qui se retrouvent perdus parce qu'ils se sont fait bannir de leur village. Et bah, les décors sont réels, encore une fois. Euh, Ouais, bah voilà, ce que dit Franck, c'est que The Northman était propre, mais mal vendu parce que les gens ne Oui. s'attendaient pas à voir une pièce de Shakespeare, Ils en étaient fait. pas prêts en fait, Les ouais. gens ne s'attendaient pas à voir ça. Et c'est dommage parce qu'en vrai, je pense que si les gens étaient un petit peu plus. Enfin, savaient à quoi s'attendre, le film aurait été mieux reçu. Mm. Parce que forcément, ça finit en tragédie, donc il faut le côté tragique à la fin, le côté grandiose. Mais pour Nosferatu, bah, ça marche bien. On ressent bien euh, on voit bien la différence entre Nosferatu et Dracula. Où Dracula, c'est un vampire qui séduit, qui est séduisant. Le Oui, comte Orlok, il n'est pas il est séduisant. Il n'est pas censé dégueulasse. être séduisant. Il est Il est horrible. dégueulasse. À un moment donné, on le voit sortir tout nu de son. Ah! Ah non! Je te sens traumatisé à vie En vrai, je suis un peu d'avoir vu. trauma par le film. Mais parce que moi, j'ai le souvenir du film de Oui, bah, 1922 c'est de avec les petites l'expressionnisme allemand en oreilles. 1922. Et il est presque Taylor. Oh, c'est une chauve-souris géante. Et là, Ouais, sauf que il là, a on une est 100 ans moustache plus tard, on a 100 dégueulasse, ans de quoi. techno plus tard. Et ça marche, quoi. Enfin, Ça marche, par contre, ça marche, pareil, t'as ils avaient raison, des ouais. vrais chiens, des vrais animaux sur le set, et rien que ça, de dire que putain, on avait des vrais animaux, quoi. Parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir des vrais animaux sur les tournages à cause de lois pour la protection des animaux, etc. Et, euh, et ça marche. Alors je pense qu'il a été très, très décrié, le film de Eggers, parce que bah, Je ne les sais pas gens. si les gens ont bien aimé ou pas, en fait. Bah, je pense que les gens qui aiment pas les Dites films en très commentaire. symboliques et qui soit prennent leur temps, soit sont bah, comme Nosferatu en fait ou The Northman, Ouais. je pense que ils vont pas trop apprécier. Et je pense que Eggers il a de l'avenir Oui, dans le parce que à cinéma chaque fois, j'ai d'horreur. toujours été intéressé quand même par ce qu'il produit. Tu vois, The Northman, j'ai Ouais, bien aimé. The Lighthouse, j'avais vu la bande, je me suis dit, je veux voir ce film, je l'ai toujours pas vu. Et bah, c'est pareil. triste. Et The Witch, en Et vrai, je te le conseille, The Witch, parce que c'est pas un film qui fait ouais, peur, mais c'est t'es un mec vraiment un. qui voit des films d'horreur, du coup, t'es pas objectif sur ça, Ouais, oui, je suis pas Clément. objectif, mais Maintenant, je vais avoir en vrai, peur de regarder des films de la, Heger. la sorcière dans The Witch, on la voit sur deux scènes en fait. Ça, si, que j'aime bien avec The Witch, c'est que ça filme sur une sorcière et la sorcière, on la voit pas. On voit surtout comment elle influe sur la famille. Ah oui, Voilà. ok. Et, et ouais, je pense qu'il arrive à iconiser en fait ces personnages. Nosferatu, il est vraiment iconique dans ce film, Oui. tout comme l'était le vrai méchant de The Witch. Hein. Je vais pas dire qui c'est, Mais même, mais il est même les devenu personnages iconique aussi. secondaires, je trouve, sont très iconisés. Ouais. Je trouve que le personnage de... Je vais essayer de dire les vrais noms, hein, histoire de pas que vous soyez perdus non plus. Le personnage de Helen Hutter, du coup, Ouais. elle est très iconisée aussi. Et le personnage de Nicolas Hoult aussi, mais surtout, bon, c'est Willem Ah, Dafoe il prend après, cher hein. le pauvre. Hein. Ouais, Le personnage il de prend Nicolas. Nicolas Hoult, Nicolas, il prend et Thomas Lui, Hutter, au il bout de prend 20 minutes de film, c'est bon, il est. il est rect next. Par contre, ouais, le professeur Albin Eben Ah, von William France, Dafoe aussi. Willem Dafoe, voilà, il arrive. Moi, je me suis senti rassuré. Je peux dire, je me suis chié dessus pendant la moitié du film. C'est le Et personnage qui est là pour te dire que quand lui Van sait Helsing, comment battre les c'est méchants. ça, quand Van Helsing il arrive, je vais faire enfin, il est là. Et au final, Et au bon, final, voilà, bon, ouais, c'est. mais bon, regardez-moi là, directement sur la bande-annonce, ce plan incroyable. Je suis désolé, on va peut-être essayer d'avancer un petit peu. Voilà. Allez Euh, voir Nosferatu si vous essayez de le voir, quoi c'est qu'il en ça. soit. Comme Et dit, regardez ces autres films comme dit aussi. Nolan 42, The Lighthouse, tu sais en même temps que tu vas pas regarder un teenage movie. Oui, effectivement, c'est pas faux. Par contre, un teenage movie, est-ce que ça serait pas Sonic, Ouais, bah alors, mon voilà, cher je vais pas Clément? épiloguer pendant 3 heures sur Sonic 3, mais juste pour dire que j'ai bien aimé. Peut-être que ça te choque, mais Non, il paraît que les Sonic sont très propres. Moi, je ne les ai les pas Sonic vus, sont très bien et mais justement, il bah, paraît qu'ils c'est. sont très propres. Alors bon, désolé, je vous spoil les Sonic, mais bon, est-ce que c'est grave? Non. Parce que justement, c'est des films pour enfants et que bah, c'est des bons films pour enfants. C'est une, c'est des, en gros, dans Sonic 3, c'est l'équivalent de Sonic Adventure 2 si vous avez joué à ce jeu. Donc c'est le jeu avec Shadow
et comment il s'appelle, le professeur Robotnik, mais du passé, Ouais. donc le grand-père de Robotnik. Et en fait, ce film, ils auraient même pas dû l'appeler Sonic, ils auraient dû l'appeler Jim Robotnik Carrey 2. Robotnik 2 fois. Parce qu'en fait, c'est la moitié du film, en fait, c'est tous les moments où c'est super cool, en fait. C'est Robotnik qui se parle à lui-même. C'est Jim Carrey qui joue avec lui-même. T'as Ouais. 2 Jim Carrey dans le film et tu vois qu'il s'éclate parce qu'en plus, je crois qu'il avait dit dans une interview que il acceptait de jouer que Robotnik maintenant. En fait, il s'éclate dans Robotnik et ça Ouais. lui va très bien. C'est son Et, comeback, quoi. et franchement, c'est du bon teen movie. Et en même temps, ceux qui ont grandi avec les Sonic, je pense qu'ils vont apprécier. Parce qu'il y a des très bonnes références, les personnages sont respectés. J'adore le personnage de Knuckles qu'on voit apparaître dans le deuxième film, Mm. parce que c'est l'équivalent C'est Idris pour- Elba, c'est ça, hein, qui le double. ouais, c'est Idris Elba, et c'est l'équivalent d'un barbare dans D&D, quoi. C'est full premier degré, full baston, et le gars qui comprend pas les blagues que lui font ses collègues. J'ai beaucoup rigolé aussi sur les Sonic. L'humour marche bien quand on se met à la place d'un enfant, mais aussi de l'univers déjanté de Sonic de base, hein. Ouais. L'univers est complètement fou. Donc ça marche bien. On a déjà un quatrième qui est en prévision. Ils sont lancés là, hein, mais en même Ouais, temps c'est ça une vraie marche. franchise maintenant. C'est C'est devenu parti, une quoi. vraie franchise et tant que j'ai envie de dire c'est respecté, moi ça me pose pas de problème parce que voilà, ils s'amusent. C'est de la bouillie de CGI, mais il y a Jim Carrey qui s'éclate dans son rôle de Ouais, en Robotnik. fait, c'est surtout pour Jim, quoi. Ouais, et alors après, dans le 3, alors attention, je me suis surpris à un moment donné Ouais. à- à être touché par certains personnages parce qu'il y a quand même, il y a quand même un fond, on dirait pas, mais il y a un fond où il y a tout une notion sur l'acceptation du deuil, etc., que ce soit avec le personnage de Shadow, qui est très edgy, hein, attention, hein, mais c'est Shadow. Et Robotnik aussi, parce que ils sont tous les deux peinés par la perte d'un personnage en commun. Ouais. Mais j'ai pas non plus vous raconter tout ça. Au pire, allez jouer à Sonic Adventure 2. Moi, j'y ai pas joué, mais je Ça vous conseille marche. de le faire. Et sinon, regardez les films, en fait, ils sont cool. Voilà, Bah, vous tu sais pouvez quoi, même regarder le 3. Ne regardez même pas le 1 et le 2, hein. Vous n'êtes pas obligé, quoique le 2 est cool. Mais vous n'êtes même pas obligé. Bah, tu sais quoi, tu m'as presque tenté. J'ai presque envie d'aller regarder tout ça. Mais avant d'aller Ouais, regarder tout ça, on va parler d'un autre film. Puis ensuite, on ira sur le plus gros morceau de la soirée. ouais, Moi, j'aimerais vous parler de Conclave. Conclave, c'est ma deuxième grosse claque de la fin de l'année. Là, on entre dans un autre domaine. On est sur un drame psychologique américano-britannique qui a été réalisé par Édouard Berger, voilà, qui est un scénariste allemand. Je suis sûr que vous êtes heureux de le savoir. Et qui est une adaptation du roman éponyme de Robert Harris. Conclave, c'est un film qui, comme son nom l'indique, se passe bien, au Vatican. En gros, je vous donne le synopsis un peu rapidement. Le pape vient de mourir et le conclave va se réunir pour pouvoir élire un nouveau pape. Et c'est génial parce qu'on plonge dans les méandres de la papauté actuelle avec tous les problèmes que la papauté peut avoir, où en gros les personnages principaux sont des modérés et veulent tout faire pour éviter que les politiciens les plus durs accèdent à ce pouvoir-là. Donc c'est tout un... Plus que thriller, c'est vraiment presque politique d'une certaine manière, où le but c'est d'essayer de faire en sorte que la meilleure personne soit placée sur le trône, et petit à petit tu te rends compte que même les personnes qui ont l'air d'être les moins ambitieuses sont les plus ambitieuses, et que chaque cardinal qui est présent dans cette assemblée n'a qu'une envie, c'est d'être à la place du trône papal. Et je vous en dis pas plus. Parce qu'il est super dedans. Vous avez Ralph Fiennes qui joue le personnage principal. Il y a aussi Stanley Tucci, il y a John Langton, il y a Isabella Rossellini. Vous avez vraiment un casting qui est excellent. C'est tourné en anglais, mais c'est aussi tourné, bien évidemment, il y a de l'italien, il y a plein de langues différentes, puisque les conclaves aujourd'hui, c'est pas juste 12 mecs dans une salle, c'est beaucoup plus grand. Vous avez vraiment tous les cardinaux qui se réunissent ensemble. Et moi, ce film, j'ai trouvé très très chouette. Il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes à l'intérieur à voir. Il y a des propos qui sont bons, mais je peux pas vous en dire grand-chose de plus. Si ce n'est que, encore une fois, on est sur une réalisation qui est complètement léchée. Vous avez des plans dans ce film qui sont magnifiques. J'en profite parce que j'en ai pas trop parlé. Un ours dans le Jura, j'ai pas beaucoup de parler de la réal, mais c'est pareil, la réal d'un ours dans le Jura était super belle.
Et un autre truc qui était bien dans Un ours dans le Jura, c'était le travail du son. Et je rebondis parce que Conclave, c'est pareil. Moi, je fais du podcast, donc le son, ça commence à être un truc que je commence un peu à maîtriser. Et quand tu as un son qui est léché et qui est bon, et où chaque bruit que tu entends à droite à gauche a son importance, bah ça fait plaisir en fait. Et rien que pour ça, Conclave, c'est un film qui est excellent. Voilà, donc je vous conseille. Les deux films que j'ai vraiment envie de vous conseiller aujourd'hui, si on fait un petit récap, ce serait Un ours dans le Jura et Conclave. Et j'enchaîne parce que il faut qu'à 20h, moi je sois parti, j'en suis navré, et on va parler du On coup. ira à l'essentiel, on va essayer d'aller à On va essayer l'essentiel. d'aller à l'essentiel et on va parler du film pour lequel on est vraiment là ce soir. Donc on veut du bruit Voilà, dans les pour gardes, ça, dans les vous restez gradins. jusqu'à la fin pour le watch time. Vous restez, mais bien, c'est pour ça qu'on en parle en dernier, bien évidemment, parce que on va parler de, vous le voyez juste ici, de la guerre des Rohirrim, le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. On a quelqu'un qui va peut-être popper dans le Discord, Ah, c'est une possibilité. Alors, la guerre des Rohirrim, qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, c'est c'est un film de commande. un film de, ouais, c'est un film de commande. On parlera peut-être du Non, problème qu'il y a derrière, mais en tout cas, c'est un film d'animation surtout, d'animation plutôt à tendance japonaise, qui va relater l'histoire de la guerre des Rohirrim, qui est un passage, probablement un appendice à la con dans le Seigneur des Anneaux. oui. On y reviendra aussi peut-être aussi. Derrière tout ça, on a du coup à la réalisation Kenji Kamiyama, qui est donc un réalisateur japonais d'animation. Mais au casting vocal, on a Brian Cox, notamment, qui a joué dans X-Men 2, si vous vous rappelez de lui. Oh! Oh, mais c'est Raphaël Raphaël, est il a avec son volé la yop. place. Il est avec son yop. Alors du coup, Raph, je suis en train de parler, donc je vais retirer ta cam parce que je suis un dictateur. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'occupe de tout. Regarde, je suis de retour et c'est incroyable. Donc, honnêtement, je vais aller vite sur ce que moi j'en pense de ce film. C'est que j'en pense honnêtement pas grand-chose. J'ai un peu oublié beaucoup de choses. J'aurais envie de vous dire que l'animation elle est sympa, mais qu'il y a des moments elle est pas très bien. De l'aveu, il me semble même des gens qui ont travaillé dessus, ils ont été obligés de rusher pour des problèmes de prod. Oui, ouais, il y a eu un petit budget alloué C'est au ça. film, malheureusement. Le Seigneur des Anneaux, le scénario, la première partie du film est très sympa. La deuxième partie du film est nulle à chier parce que le méchant est un gros incel et c'est juste ça. Et qu'on est en 2024 et peut-être que ce serait bien d'avoir des scénarios qui sont bien autres que simplement des trucs comme ça. Et enfin, la musique, je l'ai complètement oublié. Voilà. Sur ce, je vais vous rendre les cams et je vais vous laisser un petit peu discuter de ça. Les suceurs de l'or. Voilà, exactement, les maîtres du lore. Je vous laisse la parole. Voilà, vous êtes tous les deux dans la Je place. sais ce que j'en ai Vas-y, pensé. Clem. Je l'ai vu, parce que je l'ai vu du coup la semaine de sa sortie. Finalement, j'en attendais pas grand-chose parce que je me doutais que ça allait être un film juste pour en fait garder les droits en fait sur l'adaptation. Ça se sent que c'est ça parce que la prod est rushée. Il y a des trucs qui vont pas dans le scénar. Mais si on veut vite fait faire une petite comparaison avec ce qui est sorti sur le Seigneur des Anneaux cette même année, Ah bah oui. on va dire que le film en lui-même a au moins la décence de respecter le peu de lore qu'il y a sur cette bataille par rapport à la série Amazon. Au moins, il y a un respect, on va dire que ça existe déjà, que les personnages existent. Ils ont même inventé, enfin ils ont inventé, le personnage féminin principal existe, mais il n'est pas nommé par Tolkien de mémoire. Donc ils ont dû lui trouver un nom. Mais bon, ça va. Et l'animation, ouais, c'est de l'animation à la main. C'était entièrement dessiné à la main, Ça, sauf c'est vrai sur que c'est 2-3 chouette. trucs en 3D. Et c'est assez rare maintenant dans C'est le grand louable. cinéma d'animation. Pas forcément dans l'animation en série japonaise, mais au moins déjà, c'est pas un truc en 3D. C'était vraiment dessiné à la main. Et je pense que c'est ça aussi son problème. C'est que quand tu dessines à la main, tu as besoin de plus de temps et ça se voit que des fois c'est rushé parce que le budget et le temps de prod. Alors qu'il est annoncé depuis très longtemps, hein, donc je sais pas comment ils ont géré ça derrière. Mais le film, moi je me souviens que ça Mal. fait au moins 4-5 ans qu'on est au courant qu'il existe et il sort un peu bâclé. C'est dommage, mais sinon, j'ai pas passé un mauvais moment. Je pense que tu peux enlever une demi-heure Oui, large. facile. Facile. T'enlèves une demi-heure et puis peut-être un chara design un peu plus léché parce que on se croirait juste devant
Comment on appelle ces jeux japonais déjà? Attends, c'est les Fire Emblem en fait. Tu te croirais devant un Seigneur des Anneaux avec un skin Fire Avec un Emblem ou skin Fire l'inverse. Emblem. Parce que bah, c'est le dessin japonais de fantasy en fait, hein, Ouais, c'est tout. Ça manque un petit. Par contre, ça au manque de moins quelque chose, quoi. les Les décors arrière-plans derrière sont sont très beaux. bien. Les arrière-plans sont très beaux, ouais. On retrouve en fait bah, la patte Jackson en fait, hein. Ils ont gardé un petit Hmm. peu bah, je crois d'ailleurs qu'il a la prod Jackson, hein, de mémoire. Probablement. Il me semble qu'il doit être producteur exécutif ou une connerie comme ça. Il est dans l'exécutif, oui. Ouais, ça c'est sûr. Et on retrouve en fait on retrouve des attaches avec les films de Jackson, surtout au niveau des décors. Et aussi, là où on sent aussi qu'au niveau du scénar, ils ont eu du mal, c'est que on a la fameuse technique du narrateur, ou pour le coup de la narratrice, qui vient te dire, bon, bah voilà, il s'est passé ça. Maintenant, on va pouvoir passer à une autre scène. Et d'ailleurs, la narratrice qui est Éowyn, Et oui, je tout à fait, crois, ouais. parce qu'elle a été créditée au Elle est film. créditée au film, ouais. Ouais, Effectivement. donc on a Éowyn qui vient narrer les histoires de son ancêtre, en gros. Donc maintenant, j'ai laissé la parole à Raph. Alors, Raph, qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? Alors, ce que j'en ai pensé, en vrai, j'y allais avec quand même un peu d'envie. Je me disais, chouette, on va voir un truc lié au Sarzano, c'est toujours cool. Même si c'est vrai que depuis quelques années, c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait dire à chaque fois. Mais vous avez. Attends, bouge pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce que c'est bon, on m'entend? C'est bon, on t'entend. Ok. Et Enfin, moi, je t'entends en tout cas. Ah oui, peut-être que. en Attends, vrai, je vais augmenter. Vas-y, t'inquiète, roule. en vrai, si tu as pas trop souvenir peut-être de la musique, c'est peut-être aussi parce que il y a pas mal de musiques qui sont reprises de la trilogie et fait un petit peu à deux trois notes près. C'est pas la même chose, mais regardez, on est sur les Seigneur des Anneaux. Ça marche bien. Les 5 premières minutes, franchement, j'ai été bouche bée avec on le voit dans la bande-annonce à un moment, tu as Oui. la carte justement avec le zoom sur la carte. Je trouve ça super chiadé. Et je pense que j'ai passé un bon moment plus par la création du film, le visuel, comme a expliqué un petit peu Clément avant, hein, plutôt que le pitch. Voilà, la scène avec l'olifant et L'olifant puis est le très cool, guetteur. ouais. Ouais. À partir de là, ça part en couille après. Mais tout ce qu'il y a avant, franchement, c'est c'est pas mal. En vrai, il y a du. Ouais. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Je crois qu'il y avait des idées, tu leur donnais peut-être un Il y an de avait des plus, un idées. an ou deux, et ça faisait un truc qui pouvait être plus Qui pouvait. grandiose. Ouais. Mais à Après, partir du moment où elle échappe, tu sais, elle échappe de l'olifant, là, et qu'en fait, elle se fait rattraper par un mec, voilà, il ne dira pas plus, mais le gars, c'est le lieutenant du méchant pas beau de qui est l'incel. habillé tout en noir, voilà. Et en fait, il est là, il se balade dans la forêt presque, on l'aurait tombé dessus. Donc déjà, à ce moment-là, ça commence à faire des petites failles un peu scénaristiques. Tu dis, ah, mais il y a un peu des soucis. Ouais. Et effectivement, là, on bascule vraiment du côté un peu lore du Sarzano et tu arrives sur certains poncifs d'animé, notamment avec le roi qui, lui, finalement, s'avère être presque un big boss de niveau, puisqu'en fait, il va jamais crever. Enfin, Oui. Ouais. ah, je suis là. Oui, c'est le mec avec les points là. On va peut-être un peu Am- spoiler, je pense, hein, au Amarthis, final. Hein. Helm. Helm, Putain, voilà. j'avais plus. Helm. Helm, point de C'est le marteau. gouffre. Voilà. Helm, point de marteau. Non, ouais, qui est quasi Et immortel, surtout mais qu'en qui est plus, aussi très débile, hein, dans du le coup. lore, Hein. c'est ça, c'est une impadis, hein, c'est évoqué pendant sur 4 lignes. Voilà, normalement, c'est presque je vais pas dire un non-phénomène, mais Oui, c'est histoire de justifier le nom du c'est gouffre, pas en un truc. fait. Oui, c'est ça, c'est Tolkien, il voulait justifier le nom Il s'est dit, ah bah pourquoi ça s'appelle gouffre du de gouffre de Helm? Et il a dit, Helm. bah il y a un gars, un jour, il a tenu à lui tout seul, blablabla. Je suis sûr que Voilà. ça doit faire 2 lignes Je crois que c'est dans à tout péter. l'appendice A quelque chose où il parle du Rohan, il survole sur Mais ça, un ça Rohan, aussi, tu pourrais faire en fait un film par phrase de Tolkien, parce que Tolkien a mis tellement de détails Mais oui, dans son univers que chaque ville, chaque nom, chaque truc, tu peux faire un film de 2 heures en fait. Donc voilà, que c'était vraiment nécessaire. peut-être que c'était pas. En tout cas, peut-être pas comme ça. Parce que Pas il y a comme ça. vraiment, il y a Non, t'en vraiment coupais des. une demi-heure et tu rajoutais 1 ou 2 ans de prod. Voilà, c'est ça. Une demi-heure en moins, 1 ou 2 ans de prod. Pas une tour géante avec un mec qui fait du tambour dessus.
et on a un Ah, film qui est convenable. il Voilà. est génial, le mec, avec son tambour. Ah non, mais lui, il Franchement, m'a fait mourir de rire, hein, qu'on soit clair. lui, Mais par contre, ça n'a aucun il a pas. sens. Oui, Voilà, il y a beaucoup de choses qui n'ont absolument aucun sens dans ce film. Moi, personnellement, je recommande pas. Je suis méchant, voilà, je le dis. Je recommande pas La Guerre des Rohirrim parce que, en tout cas, si vous aimez, si vous avez aimé Le Seigneur des Anneaux, voilà, juste re-regardez Le Seigneur des Anneaux. Mais ouais, peut-être que on va vous, en vous faire avez un ça. autre avis sur ça. Peut-être que vous avez un avis tranché. Est-ce que vous recommanderiez, par exemple, à nos auditeurs dans le chat, de regarder La Guerre des Rohirrim? C'est le temps que les gens te répondent. Je pense moi, je vais résumer ça en un acte manqué. Ou alors peut-être qu'ils ont essayé. Voilà, comme dit Franck, c'est oubliable, mais on peut noter quand même que déjà c'est fait en animation, Ouais. que ça faisait depuis 78 qu'il n'y avait pas eu de film d'animation Seigneur des Anneaux, avec le retour du roi en direct VHS à l'époque, qu'il faudrait qu'un jour je regarde d'ailleurs, avec ces orques qui chantaient, qui chantaient en allant à la guerre. Cette scène que Ah, vous pouvez c'est voir sur Tolkien, YouTube. hein. Ouais, et voilà, juste souligner que les Japonais savent toujours bien dessiner, quoi. Oui. Ça, au moins, c'est clair, parce que bon, toujours dessiné à la main, hein, on le rappelle. Chaque frame que vous voyez est dessiné à la main. Euh, et, euh, et que ça donne envie de voir la suite des projets Warner pour le Seigneur des Anneaux, je sais pas, avec leur film sur Gollum. Ouais. Est-ce que ça nous donne envie de se rabattre de nouveau sur Amazon? Non. Non. Moi, Non, mais Amazon c'est pour m'a ça. perdu. Faut regarder les Donc, vieux films, hein, juste. regardez la trilogie et la trilogie originelle. Si vous êtes comme moi assez conciliant avec les Hobbits, regardez les 3 Hobbits. Si Ouais, c'est un petit franchement, peu, avec tout ce qui est sorti, je suis prêt à regarder les Hobbits et à changer peut-être mon ouais, jugement de valeur dessus, hein. Mais, mais ça n'enlèvera rien à ce que j'en ai pensé le jour où ils sont sortis. Et toi, ouais. Raph, du coup, tu conseillerais ou pas, toi qui es quand même un maître du lore aussi? Mmh, En vrai, moi j'ai beaucoup aimé l'aspect visuel, esthétique, surtout quand ils partent dans la forêt et que tu vois en fait cet aspect de, je sais pas comment ça s'appelle, peut-être que vous savez, où il y a vraiment, tu as l'impression d'avoir un arrière-plan et un devant-plan, Oui, les on peut appeler ça comme arrière-plans ça. sont. Non, mais tout Et, l'arrière est magnifique à chaque fois. et en Ah, fait, c'est incroyable, tu hein. as vraiment des couches sur des couches sur des couches et en fait, t'as pas l'impression d'être dans un film d'animation. Ou après, c'est peut-être moi qui en a pas vu non plus des masses récents. Tu as vraiment l'impression qu'il y a eu un progrès de ouf. Et en vrai, est-ce que, je sais pas, j'ai tendance à dire que tout ce qui est un petit peu en train de partager un peu l'univers de Tolkien, je suis assez pour ça, Ouais. pour peu que ça ressemble vraiment à ce qui a été, T'es un homme sage, fait. Raph, plus que nous. Et oui, mais le problème, c'est que c'est à partir de quelques phrases, et c'est vrai que après, c'est laissé à l'imagination. Donc tout dépend de si tu considères que, en fait, tu laisses une chance en disant, bon, bah, du coup, comme il y avait un vide et que c'est laissé à l'imagination, est-ce que du coup, on peut pas accepter le fait qu'il Ouais. peut y avoir un peu de tout et n'importe quoi? Ou tu considères que, bah, en fait, c'était une œuvre qui est un peu figée dans le temps et que du coup, s'il n'y avait pas matière à parler sur ça, bah, c'est parce qu'en fait, enfin, si il s'est pas étalé, c'est qu'il n'y avait pas matière Hmm. à parler pour ça pour lui. Donc, en vrai, je suis partagé. Ouais. Tout comme en fait le film, je l'ai aimé pour la première demi-heure. La seconde demi-heure, j'étais là en mode what the fuck. Et la dernière, c'était bah allez si tu veux quoi. Ouais, Donc, la dernière, c'est voilà. ce moment où tu as un peu le désespoir de genre, bon, bah voilà, c'est en train de se passer. C'est la sidération, d'une certaine manière. Mais, Mais moi, mais tu moi, vois, oui, pardon, vas-y, je te le. je me suis moins arraché les cheveux devant ces 2 heures de film que ce qu'a produit Amazon, hein. Ouais. J'ai passé un meilleur moment devant le film que devant la série, hein. Oui, parce qu'au moins, visuellement, Visuellement, c'est mieux, au moins, déjà. c'était joli, Ouais. et il y avait quand même entre guillemets, un respect du lore, même si on peut. Oui, parce que. Est-ce que je fais vraiment mon suceur de lore, mais voilà parce quoi, que, mais mais parce que en réalité, Clément, tu as tout à fait raison. Moi, je pense que l'essentiel, faut pas non plus dire non, tu peux pas adapter une ligne d'appendice d'un à l'un. En fait, le problème, c'est pas de le faire, le problème, c'est de le faire mal. Et oui, on y mais c'est revient ça que je toujours. reproche à Amazon, moi, Voilà, on Amazon, veut ça aurait pu être toucher très deux mots très là-dessus, bien c'était si ça avait été bien fait, s'il y avait eu une belle prod.
Et là, c'est pareil. L'idée, elle est bien. Le scénario, il est pas bien. En fait, il faut juste un message, encore une fois. J'ai l'impression que nos épisodes vont souvent se terminer comme ça. Un message, encore une fois, aux producteurs. Juste essayer de produire des films de qualité. Parce que regardez, moi, ça, c'est beau, là. Pareil, à nouveau, sur la bande-annonce. Bah, Les c'est plans, les Ouais, plans, beau. ils si on sont se reste, chouettes. si on reste que sur Si les on reste que visuels, sur le c'est visuel, très c'est joli, super. hein. Ça vous Il y a, coûte, il y ça a vous une coûte quoi demi-heure de d'écrire un scénar, en truc gros, qui est quoi. C'est pas bien, rien. quoi. Juste, ça Le coûte rien. problème, il Les est mecs, vous vraiment les payez sur, pareil. Donc à un moment donné, juste faites des trucs chouettes, quoi. Enfin bref, pardon. il est vraiment aussi sur le souci qu'il y a aussi, c'est que tu vois, on peut pas non plus se reposer sur, par exemple, un jeu d'acteur où on se dit, waouh, c'est Ouais, bien. parce que Enfin, quand je c'est de veux dire, l'animation, parce c'est. que bah, là, en fait, en animation, tu as ça en moins, tu as les doubleurs, C'est etc. ça, Mais ouais. que je trouve que, bon, on va pas s'éterniser non plus sur le côté sur les anneaux de pouvoir, mais ce que je trouvais, la seule chose que j'ai bien trouvé sur les anneaux de pouvoir, et je pense pas que je vais me faire beaucoup d'ennemis sur ça, quoique. Non, c'est les acteurs. Oui, bah, c'est le rôle De Anatar, hein. De Charlie Oui. Vickers. Oui, franchement, c'est lui qui Bah, porte il la porte saison. la Bah, il porte Vraiment, série, la, il il porte la la tu porte. série, vois ouais. vraiment. Il est plus à bout de bras, tu sais, c'est Atlas en fait. Après, il y a aussi il y a aussi la musique. En fait, le problème, c'est un tout. C'est que, en fait, tu vois, tu as besoin d'avoir un jeu d'acteur, tu as besoin d'avoir un bon scénar, une bonne musique. Là, le problème, c'est comme dit Marc, la musique est oubliable parce que j'arrive pas à me souvenir, sauf quand ils ont chiadé un peu des musiques du Seigneur des Anneaux. Hop, on a brodé, on a enlevé les deux dernières notes, on les a modifiées et puis on dit, voilà, c'est une nouveauté. En fait, je retiens que la beauté du film pour ce qu'il est, en termes d'animation, de technique d'animation. Mais après, oui, le reste est oubliable. Ouais. Je crois d'ailleurs que le film a bidé, hein, d'ailleurs, hein. C'est tout à fait possible, je pense. T'avoue Le film que... ne se rembourse pas, je crois. Ce qui est d'ailleurs est réellement, réellement chiant, puisque du coup, ça va pas les inciter à faire des films d'animation. Alors que le problème, c'est pas le fait que ce soit un film d'animation. Le problème, c'est que ce soit un film d'animation mauvais. Enfin, mauvais. Moi, je deviens méchant. Le Regarde, mec, hein, il a au encensé Kraven box-office le chasseur et il mondial. dit que ça, c'est de la merde. Ah, l'émotion, toujours encore une fois, latente. Kraven, j'en entendais rien. Là, j'en entendais un petit peu. Donc, bien évidemment, Ouais. on modère. Voilà, le film n'est pas réellement nul. Il est Voilà, donc juste pour ceux qui très veulent savoir, décevant. Voilà. le film a coûté 30 millions de dollars. Donc c'est Ok. beaucoup, mais en soi, quand tu vois les standards actuels, voilà, bah, il a rapporté 20 millions au box-office mondial. Donc ça veut dire que dans les poches de la prod, ça a dû rapporter 10-15 millions parce que bah, Ouais. Ce qui est... ils ne gagnent jamais tout. Ouais. Donc voilà, il ne se rembourse pas et donc Et donc, pour eux, c'est un échec. ce sera un échec. Non, c'est pas forcément un échec, parce que comme disait Bah, Clément, en fait, pour la boîte de prod, oui. l'objectif, c'est quand même Voilà. de garder les droits. Donc, en Ouais. soi, tu Oui, as tant de millions qui sont non physiques, mais qui, du coup, derrière, ils sont bien techniquement sûr. sauvés, tu vois. Bien Pas sûr. pour cette boîte de prod-là, forcément, mais... Mais oui, bien sûr. Mais écoutez, messieurs, c'est sur ces notes un petit peu tristounes Donc la que... conclusion, c'est revoyez la trilogie originale et puis Voilà, voilà. c'est ça, exactement. C'est... Faites-vous un marathon par an, c'est- c'est bon Bah pour la voilà. santé. Parlons de la communauté de l'anneau. C'est une Alors, histoire vous qui va avez... durer... voilà. C'est un film réalisé par Peter Jackson qui est sorti en 2001. Je vous envoie, vous avez un super hors-série sur le Seigneur des Anneaux qui a été fait sur la chaîne YouTube. Vous savez quoi, on va faire le fifou, on le mettra en description si jamais vous regardez ça en replay sur YouTube. Allez le voir, ça dure seulement 3h30. On parle du Seigneur des Anneaux dans tous les sens. C'est un très bon moment qu'on a passé, c'était il y a 2 ans. Donc n'hésitez pas, il y a à boire et à manger, contrairement à la guerre des Rohirrim. Sur ce, c'est sur ça qu'on va quitter le live. Il est 19h47, on aura bien fait euh, un peu moins de 2 heures de live, Ouais. 1h30 en fait même il me semble, d'après Problème les technique trucs, compris. problèmes techniques compris. C'était un petit live, on est allé un petit peu vite. On espère que ça vous aura pas dérangé, qu'on n'entre pas forcément trop en profondeur. Dites-nous aussi si vous préférez qu'on aille vraiment plus à fond à chaque fois, peut-être moins de films mais avec plus de détails. Ou en gros, est-ce que vous préférez la quantité à la qualité, quoi, d'une certaine manière. Dites-nous, et comme ça, on réajustera pour la prochaine fois. On va essayer, nous, de notre côté, de se retrouver à nouveau en fin février, probablement, pour faire d'autres critiques. C'est Il y la première aura, chose qui il y aura, sort, hein. il y aura peut-être moins de films, parce que voilà, si on fait ça tous les mois, il y aura moins de trucs. Mais aussi, du coup, on pourra plus facilement en C'est parler. vrai que là, on a fait décembre-janvier, hein. Voilà. Là, comme vous voyez, c'est vraiment très à la bonne franquette. On a été rejoint par Raph direct. Il y a Franck qui a failli nous rejoindre aussi.
à un moment donné. Donc voilà, c'est ça l'ambiance un peu chill et décontracte de la nouvelle version de Coup Critique qu'on vous propose. Dans tous les cas, on vous fait des gros bisous bien baveux et on vous dit à très très vite. N'oubliez pas si le 5 février sur Twitch, nouvel épisode de 9e cycle avec Nico, le MJ incroyable. Donc sur ce, on vous dit ciao et merci à vous tous d'être passés dans le chat. Des gros bisous à tous. Ciao Bisous. La bise. ciao